Ça fasse même quelque chose d'un peu grotesque déjà. Non pas que la menace réelle qui plane sur l'Europe, parce que les États-Unis sont très déterminés, M. Vance l'est aussi, grotesque dans la mesure où ce qu'il aurait énoncé serait en rupture complète avec d'autres valeurs qui seraient davantage incarnées dans ce qu'on entendait à l'instant, c'est-à-dire dans les valeurs européennes qui seraient différentes de celles qui animent les États-Unis. Alors, ponctuellement, et tactiquement, c'est clair que les Américains ont défini quelque chose qui n'avait jamais été entendu. Mais je ne pense pas que les valeurs de l'Amérique, que ce soit M. Vance ou historiquement, soient tellement différentes de celles de l'Europe. La différence, c'est que les cache-sexes sont tombés, ou les masques. Et ça, les masques sont tombés. Oui, on voit d'autres choses, selon qu'on préfère voir les visages ou autre chose. Du Canada ou d'ailleurs. Ou selon ce qu'on veut voir. Non, je vous dirais donc que dans le cas qui nous intéresse, on est, vous l'avez soulevé, en face probablement d'un des événements les plus marquants, déterminants dans les rapports transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe depuis 1945. C'est du jamais vu et du jamais entendu. Surtout jamais entendu. Mais je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent et qui sont français qu'en septembre 2021, les États-Unis, à l'époque dirigés par M. Biden, ont un peu trahi la France dans l'histoire des sous-marins. L'entente qui était apparemment conclue entre la France... Alors, on me dira, c'est pas une affaire de principe semblable. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une relation de confiance et elle a été parfaitement sabotée par les Américains qui ont choisi de faire entendre leurs intérêts et de court-circuiter les Français. C'était à propos de l'Australie, ça. Oui, mais c'est un contrat très conséquent que l'Australie avait passé à la France pour la construction de sous-marins nucléaires, technologie française, et les Américains ont saboté la transaction. C'est un redoutable coup de jarnac. Alors, quand on parle de nouvelles valeurs, ce que je vois surtout en ce moment, c'est un vice-président qui annonce le programme. Alors, à nous, ici, maintenant, de réagir et d'en prendre acte. Mais les États-Unis, depuis toujours, alors on a beaucoup parlé de l'ingérence américaine, j'allais dire les États-Unis, depuis toujours, veillent à leurs intérêts. C'est pas nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Sous des discours peut-être plus onctueux, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que les personnages, Trump et Vance, sont un peu hors gabarit. Mais les intentions sont maintenant claires et on parle de l'ingérence américaine. Or, l'ingérence américaine, elle est opérante depuis 1945. On en parlait avant. Tout à fait. Le plan Marshall, c'est une forme d'ingérence. Alors, certainement davantage bénéfique à la France, mais elle était aussi, cette ingérence, bénéfique aux intérêts américains. Historiquement, quand les Américains ont choisi d'intervenir en Irak, c'était pas un peu de l'ingérence, c'était beaucoup d'ingérence. En Afghanistan aussi. Et la France avait choisi sur le coup, en Irak, de ne pas s'en mêler, parce qu'ils voyaient parfaitement, nous voyons à l'époque très bien le piège. C'est donc pas nouveau. Et je termine là-dessus, parce que c'est aussi en Allemagne, puisque ça s'est passé à Munich, qu'on a dénoncé cette ingérence. Et j'ai été surpris de voir celui qui risque d'arriver en tête dimanche prochain aux élections législatives, M. Mersch, qui disait mais comment a-t-il osé voir Alice Weidel, la patronne de l'AfD, alors que lui, il y a 2 semaines, était prêt à voter avec l'AfD une loi sur l'immigration. Alors, de 2 réalités, laquelle est la plus conséquente? Non, mais l'intérêt, Stéphane Bureau, c'est pas ça. C'est que, sans entrer dans le détail des élections qui vont arriver, il y a eu 2 choses intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypocrisie est tombée. Les masques sont tombés, comme vous l'avez dit. Et en fait, ce que dit l'Amérique, écoutez, voilà, nous, c'est notre politique. Parce que, je rappelle, Trump, parce qu'il y a Vance, mais il y a Trump, le patron, qui a dit, je vais rencontrer Poutine très incessamment. Il n'a pas dit ça comme ça, mais style, j'ai pas besoin de l'Europe pour le rencontrer. Ça va se passer hors l'Europe, il faut quand même le dire, même s'il l'a pas dit dans ces termes. Et puis, écoutez, voilà, si vous n'êtes pas content, débrouillez-vous autrement. Parce que en même temps, je voudrais vous faire réagir là-dessus, Keir Starmer, le Premier ministre anglais, a dit, mais on va envoyer des troupes, on est prêt à envoyer des troupes pour maintenir la paix, si la paix se fait. D'autres aussi disent ça. Et on a entendu vraiment des choses tout à fait remarquables là-dessus. Et en fait, Vance, en l'occurrence, dit aux Européens, est-ce que les Européens là-dessus, et je voudrais avoir un peu votre ressenti, parce qu'ils sont non pas sommés, ils disent alors quelle va être notre attitude? Donc cet après-midi, il y a une conférence informelle qui se réunit, invitée par Macron à l'Élysée.
Mais au fond, est-ce que l'Europe a une politique commune aujourd'hui? Une politique commune de défense, peut-être sur le papier, mais il n'y a certainement pas d'armée commune. Et M. Zelensky répond, lui, et nous donne les bonnes réponses. C'est-à-dire que il veut des garanties sécuritaires américaines. Ne fait pas confiance à l'Europe pour garantir la sécurité, l'intégrité de ce que sera le territoire ukrainien après que nous aurons conclu une entente de paix, si tant est qu'elle soit jamais conclue. Alors, il y a là des évidences qui s'imposent à la face même de ce que disent les protagonistes. Et ce que disent effectivement les Américains, c'est que, pour l'instant, ils ont l'intention de négocier avec Poutine. Mais les choses ont évolué depuis quelques minutes parce que les émissaires du président seront en Arabie Saoudite demain pour rencontrer les émissaires russes. D'ailleurs, d'un côté Marco Rubio et Rutcliffe, et d'un côté Sergueï Lavrov. Et ce qui est important dans la délégation américaine, parce que ce n'est pas un hasard, M. Witkoff, qui est théoriquement le représentant du président américain pour les affaires du Proche-Orient, est aussi dans le coup. Il a favorisé la libération d'un prisonnier américain qui était en Russie il y a une dizaine de jours. Ça a été annoncé la veille du fameux téléphone entre M. Poutine et M. Trump. Donc, Witkoff qui est là, parce que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un hasard non plus. C'est un acteur important sur l'échiquier de la Maison-Blanche qui essaie aussi de régler la situation, si tant est que ça soit possible au Proche-Orient. Mais ce n'est pas un hasard si Mohamed Ben Salman est intégré à l'opération. Sinon, qu'on a aussi une certitude, c'est que s'il devait y avoir un sommet entre M. Trump et Poutine, l'Arabie Saoudite est désignée parce qu'on sait qu'il ne sera pas arrêté. M. Poutine, il y a un mandat d'arrêt qui pèse contre lui. S'il venait en Europe, ça serait difficile de le faire. Alors, je reviens à cette délégation. Ils sont là demain pour commencer les pourparlers. Mais on a appris il y a quelques instants que M. Zelensky serait présent mercredi en Arabie Saoudite. Donc, la semaine dernière, on disait... Pas le même jour, mais le lendemain. Mais donc, il ne va pas participer, normalement, à la réunion. Il fera peut-être antichambre. Comme c'est arrivé depuis le début de cette accélération de la normalisation d'abord des relations entre les États-Unis et Moscou, parce que depuis 2022, on ne se parlait pas du tout. Là, il y a des relations directes qui ont été amorcées. Et ce qui risque d'arriver, c'est que, comme depuis quelques semaines, M. Zelensky sera mis au courant, mais après que les manœuvres soient amorcées. Il est toujours un peu en rattrapage. Oui, et c'est le moins que l'on puisse dire, et puis c'est pas ça, c'est que, effectivement, en fait, ce qui est intéressant, que ce soit pour l'Europe, pour Zelensky et autres, en fait, le tapis s'est dérobé sous leurs pieds. Jusqu'à présent, avec l'administration Biden, encore une fois, pas de jugement de valeur là-dessus. Mais ça se passait, voilà, nos alliés, nos amis, etc. Et on voit très 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 bien ici en Europe, et vous le savez, Stéphane, mieux que personne, c'est qu'on se dit, bon, alors quelle manœuvre adopter? Et au fond, la vraie question qui est posée, encore une fois, tombons les masques et tombons l'hypocrisie, est-ce qu'on est prêt, et encore une fois, on est prêt à faire la guerre pour l'Ukraine ou pas? On le saura On le saura bientôt. Sinon, peut-être qu'il y aura quelque chose comme un cessez-le-feu qui, pour autant, ne sera pas une entente de paix complète, qui pourrait repousser, comme plusieurs le disent, un nouveau conflit avec la Russie dans quelques années, quand la Russie aura aussi pensé ses blessures, parce qu'il faut voir que cette guerre est très coûteuse, en hommes et en femmes au front. Les coûts financiers pour la Russie ont été élevés. Donc, c'est évident aussi qu'un répit peut permettre, si tant est que l'ambition de M. Poutine soit de faire main basse sur l'ensemble de l'Ukraine. Il a toujours, lui, dit que c'était une opération militaire spéciale pour les 4 oblasts qui l'intéressaient, où il y avait des minorités russophones. Et puis des minerais extraordinaires dans le Donbass. Qui sont justement très près de la ligne de front. C'est aussi peut-être pour ça que M. Trump est pressé de régler, parce que lui a clairement fait savoir que son intérêt était de se rembourser directement à même les ressources en terres rares qui se trouvent en Ukraine. Alors, si on laisse avancer davantage les Russes, du point de vue des Américains, c'est un peu le trésor qui disparaît. Parce que c'est ça qu'on voudrait bien être capable d'aller chercher. Du point de vue des Américains, c'est une opération gagnant-gagnant. Là-dessus, M. Zelensky, qui était apparemment la semaine dernière ouvert à des négociations, assez habilement avait dit, si vous voulez parler business, on parlera business. C'est un langage que comprend bien Donald Trump. C'est un peu rebiffé en fin de semaine en disant, il n'est pas question que vous puissiez
laisser justement venir chercher ce que vous convoitez, à moins que nous ayons notre mot à dire dans l'entente de paix qui sera négociée, ce qui est tout à fait légitime de la part de l'Ukraine, qui ne veut pas être le dindon de la farce. Bien sûr. Le problème, c'est est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ou pas? Qu'en pensez-vous, André? Écoutez, moi l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment, Stéphane, que Vance a fait tomber les masques, encore une fois, évidemment pour les intérêts de l'Amérique. Mais il oublie, et je crois que le cadeau, je ne dirais pas empoisonné, mais le cadeau effectivement très lourd qu'il nous laisse, c'est est-ce qu'il y a une politique européenne vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'Europe, enfin de l'Europe, de ce continent européen et non pas dans l'Union européenne, que nous avons fermé les yeux et les oreilles, nous avons fait semblant que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et que nous découvrons tout à coup les terrifiants pépins de la réalité. Moi, c'est ça l'impression que j'ai. On a eu cette conversation plusieurs fois ici. Quand la réalité vient cogner à la porte, c'est toujours un peu brutal parce que c'est jamais au bon moment que cette réalité s'impose. Ça fait 3 ans, enfin non, ça fait, je dirais, 2 ans et demi, ou pendant 2 ans et demi, devrais-je m'amender, on a expliqué qu'il était possible de gagner cette guerre, que les efforts redoublés des Européens et des Américains permettraient peut-être à l'Ukraine de renverser la vapeur. Or, ce qu'on constate de plus en plus, et brutalement, c'est que cette vapeur ne se renverse pas et que les Russes sont très, en ce moment, à la manœuvre avec l'initiative. Oui. Et tout le monde mesure. Donc, est-ce que les Européens sont capables d'influer le cours des choses? Ben, depuis 3 ans, si ça avait dû arriver, je pense qu'on aurait été en mesure de constater. Ça serait déjà arrivé. Et c'est le test de cette volonté de serrer les coudes ici. Et vous disiez, aller à la guerre, j'en sais rien, parce que c'est peut-être pas ce qui se présente à l'horizon immédiat, mais d'être capable de déployer des moyens qui pourront, dans la balance du pouvoir des rapports de force, bien sûr, faire peur et peser. Et pour l'instant, je ne pense pas que les Russes soient terriblement intimidés quand le président Macron, par exemple, l'hiver dernier, disait il y aura peut-être des bottes françaises en Ukraine. Je ne pense pas que... Il avait même dit, nous sommes prêts à protéger, il faut nous protéger, il faut en tout cas aller... Mais là, pour le moment, et puis c'est quelque chose, je voudrais finir là-dessus, en fait, Stéphane Bureau, avec vous, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très étonnant. Alors évidemment, on en profite pour dire, regardez, encore une fois, Trump est le jouet de Poutine. Enfin, il ne vaut pas jusque-là, mais c'est pratiquement ça. Je l'ai lu. Vous l'avez lu, le jouet de Poutine, ou bien la marionnette de Poutine, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que personne ne s'attendait, et pourtant, quand on connaît Trump, il l'a dit 10 fois pendant sa campagne, et bon, je vais résoudre ce problème en 24 heures, ce qui est des rodomontades, bien sûr, mais il le rencontre, il va le rencontrer, et quand il se parle, quand on commence à se parler, vous savez très bien que ça entraîne des dynamiques très différentes, quoi. L'histoire bientôt nous le dira, et c'est évident que les gens à Moscou en ce moment doivent se réjouir de ce que les choses aient si brutalement changé. Je crois que c'est aussi justement lié à la logique des rapports de force. Monsieur Trump lit assez bien ou assez justement. C'est pas un jugement de valeur que je rends sur ce qui se passe. C'est une lecture, encore une fois, du réel. Et on n'a pas été beaucoup habitué à ça. Il est évident que Vladimir Poutine ne fera pas de compromis ou de concession, tant et aussi longtemps qu'il a l'initiative. Et sur le terrain, sur le champ de bataille, je le répète, et ça a été dit 1000 fois depuis quelques semaines, quelques mois, les Russes ont l'avantage. Et peuvent attendre encore, en tout cas. Et le calendrier de M. Poutine n'est pas celui de M. Trump non plus. Il n'y a pas d'élection de mi-mandat dans 2 ans. Donc, il a le temps, y compris le temps de faire la fine bouche et de dire, les conditions ne collent pas. Parce qu'à ce jour, on entend les Américains dire ce qu'ils font, mais on n'a pas beaucoup entendu les Russes commenter les perspectives d'une entente de paix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont dit au départ, nous ne nions pas les contacts. Bon, voilà. Et ils seront présents demain avec le redoutable Lavrov, systématiquement sous-estimé par et puis le redoutable Lavrov est là depuis 20 ans. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président américain J.D. Vance a prononcé un discours qui a profondément secoué l'Europe. Il a affirmé que la principale menace pour la liberté d'expression et la démocratie en Europe ne venait pas de puissances étrangères comme la Russie ou la Chine, mais des élites européennes elles-mêmes. Cette déclaration a été perçue par de nombreux politiciens et diplomates européens comme une attaque directe contre la démocratie européenne et a suscité des inquiétudes quant à la fiabilité des États-Unis en tant qu'alliés.
Vance a critiqué l'annulation des élections présidentielles roumaines par la Cour constitutionnelle, qui avait invoqué une ingérence russe présumée. Il a souligné que cette décision reflétait une méfiance croissante des élites européennes envers le jugement populaire. De plus, il a dénoncé la suppression de la liberté d'expression en Europe, citant des cas comme celui d'un homme poursuivi pour avoir prié en silence devant une clinique pratiquant des avortements. Selon Vance, ces actions illustrent une tendance des dirigeants européens à adopter des pratiques autoritaires sous couvert de libéralisme, notamment en ce qui concerne les droits des personnes transgenres, la diversité et les politiques environnementales. Le vice-président a également critiqué l'exclusion de représentants de partis populistes, tant de gauche que de droite, des discussions lors de la conférence. Il a soutenu que, même si l'on n'est pas d'accord avec leurs opinions, il est essentiel de dialoguer avec des responsables politiques représentant une part significative de la population. Pour Vance, l'utilisation de termes tels que désinformation ou mésinformation par les élites établies rappelle une rhétorique soviétique visant à étouffer les voix dissidentes. Cette prise de position a été accueillie favorablement par des figures politiques européennes comme Alice Weidel, co-dirigeante de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, qui a salué l'appel de Vance à éliminer les barrières politiques empêchant certains partis d'accéder au pouvoir. Cependant, d'autres ont perçu ce discours comme une tentative des États-Unis d'influencer la politique européenne en faveur de mouvements populistes et conservateurs, remettant en question les valeurs démocratiques traditionnelles du continent. En conclusion, le discours de J.D. Vance à Munich a mis en lumière des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe concernant la définition et la protection des valeurs démocratiques. Il a également soulevé des questions sur l'avenir des relations transatlantiques et la nécessité pour l'Europe de réévaluer sa dépendance envers les garanties de sécurité américaines.